Hey, salut à tous! Alors, vous aimez le Calvados et la guerre? Pas de problème! Aujourd'hui, on regarde Inflexible Normandie. On est ici dans un jeu d'affrontement pour deux joueurs sur la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a un joueur qui va incarner les Allemands et l'autre les Américains, bien évidemment. Donc là, on se situe juste après le débarquement en Normandie. C'est un jeu qui va mélanger à la fois des mécaniques de deck building, de construction de paquets, et puis des mécaniques de contrôle de zone, tout ça alimenté par un livret de scénario. Alors justement, pour mettre en place vos parties, vous allez choisir un des 12 scénarios qui se trouvent dans le livret de scénario et faire la mise en place. Alors d'abord faire la mise en place avec les tuiles qui sont ici. Donc on a une vingtaine de tuiles qui sont recto verso, donc à chaque fois là c'est bien indiqué quelles tuiles vous prenez, où vous les mettez, etc. Et ensuite vous allez avoir les objectifs du camp américain, les objectifs du camp allemand, on y reviendra après. Vous allez avoir l'initiative de départ et ici vous avez les paquets de départ de chacun des joueurs. Donc là, on est sur un scénario qui est très symétrique entre les Allemands et les Américains. C'est plus la configuration du terrain qui va changer. Mais la pioche de départ et la réserve de départ va être à peu près la même. Donc en fait, ici, dans le livret de scénario, vous avez la lettre P ici en noir qui indique les cartes que vous allez avoir dans votre paquet de départ. Donc au départ, les Américains, par exemple, hop, je vous montre les cartes en même temps. On va commencer avec un sergent, un chef de groupe A, puisque vos unités sont réparties en groupes, il y a le groupe A, groupe B, groupe C. Mais on va pas jouer avec toutes les unités à chaque partie. Là, on joue qu'avec les groupes A et les groupes B dans ce scénario. Donc on a le chef de groupe A, le chef de groupe B, l'éclaireur A, le fusilier A, le fusilier B, l'éclaireur B et deux brouillards de guerre. Et donc l'allemand va avoir, le joueur allemand va avoir à peu près la même chose. Donc ça, c'est les cartes que vous avez dans votre paquet de base. Et ensuite, vous avez ici les petits R qui sont indiqués, c'est les cartes qui vont être dans votre réserve. Donc même si on commence qu'avec un seul fusilier A, on va avoir 4 fusiliers A en réserve, et la réserve, on va tout simplement, hop, la mettre sur le bord du plateau ici. Donc là, c'est la réserve du joueur américain, et le joueur allemand aura pareil de son côté. Et dans cette réserve, vous allez également trouver des cartes que vous n'avez pas au départ dans votre paquet. Par exemple, on a les mitrailleuses du groupe B et les mitrailleuses du groupe A, que ce soit pour les Américains ou pour les Allemands, qui sont disponibles dans la réserve. Donc, tout ça, c'est pour la mise en place. On a mis les tuiles, on a mis les cartes, on a fait les pioches. On a également, à certains endroits sur le plateau, des petits drapeaux avec des points. Ça, ce sont les objectifs qu'on va essayer d'atteindre. Donc là, on a des objectifs à 1 point, ici à 3 points, ici à 2 points. On a les unités de départ qui sont déjà placées ici à droite à gauche. Et on a également certains petits jetons d'exploration qui sont déjà placés ou qui sont sur leur face contrôle pour certains d'entre eux. Et on a ces drôles de jetons carrés qui indiquent l'endroit où vont rentrer les unités. C'est-à-dire que là, par exemple, si le joueur américain fait ensuite rentrer des mitrailleuses, ces mitrailleuses vont rentrer, hop, à cet endroit ici, sur cette tuile. Mais on pourrait très bien avoir une tuile qui indique que toutes les unités du groupe B, en fait, pour les Américains, vont apparaître ici. C'est un petit peu le point d'apparition des différents types d'unités. On pourrait avoir ça pour le tireur d'élite et le mortier. Et ça peut être symétrique ou totalement asymétrique pour les Allemands et les Américains. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place d'un scénario. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie. Le jeu va se dérouler en différentes manches, et chaque manche est composée de 3 parties. La première partie, c'est que chaque joueur va piocher 4 cartes depuis son paquet. Alors comme c'est un jeu de deck building, si jamais votre paquet est épuisé, vous remélangez votre défaut, c'est vous constituez un nouveau paquet, comme dans tous les deck building, c'est très classique de ce point de vue-là. Donc en premier, on pioche 4 cartes. Ensuite, on va déterminer l'initiative, c'est-à-dire qui va commencer. Et ensuite, chaque joueur va jouer son tour de jeu. Une fois qu'on a fait ça, on recommence une nouvelle manche, on repioche 4 cartes, on redétermine l'initiative, on joue chaque tour de jeu, et puis etc., jusqu'à la fin de la partie. Donc, première étape, on a pioché 4 cartes, maintenant on va déterminer l'initiative. Comment on fait? Eh bien, chaque joueur va choisir une des cartes de sa main, et le chiffre qui est en haut à gauche va déterminer la force d'initiative. Donc ça, c'est pour savoir qui va jouer en premier. Par exemple, si j'ai envie de jouer en premier, il vaut mieux que je joue mon 9 plutôt que mon 1 qui de toute façon ne sert à rien. Bon, là, imaginons que je sois le joueur américain, je m'en fiche, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de commencer, donc je vais jouer mon 1, je la joue face cachée, le joueur allemand fait pareil, il joue une carte face cachée, on révèle en même temps, et là, on compare. Bon, bah là, il se trouve qu'on est à égalité, donc c'est la personne qui avait déjà l'initiative qui va conserver l'initiative, là, c'est le joueur allemand. Si jamais j'avais vraiment voulu prendre l'initiative et que j'avais joué par exemple un éclaireur, dans ce cas-là, l'initiative serait passée de mon côté, c'est le joueur américain du coup qui aurait commencé à jouer.
Alors, l'intérêt avec ces cartes-là, il faut quand même prendre en compte, c'est que les cartes que vous jouez pour l'initiative, c'est des cartes que vous allez immédiatement défausser. Donc elles vous sont totalement inutiles pour le reste de ce tour de jeu. Donc un brouillard de guerre qui ne sert à rien, bah, ça vous donne pas grande possibilité d'avoir l'initiative. Un éclaireur, c'est un petit peu mieux parce que c'est une valeur de 6, mais en même temps, ça veut dire que vous ne l'utiliserez pas durant ce tour de jeu. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Bon, imaginons voilà, que chaque joueur ait joué son brouillard de guerre parce que c'est le début de la partie, les gens n'ont pas spécialement envie de dépenser des cartes pour commencer. Les 2 brouillards de guerre sont défaussés et c'est au joueur, ah non, c'était l'allemand du coup qui avait l'initiative, et c'est au joueur allemand de commencer la partie. Donc ici c'est le joueur allemand qui commence, et une fois qu'on a déterminé l'initiative, du coup il ne nous reste que 3 cartes en main. Alors avec ces cartes là vous avez 2 possibilités. La première possibilité c'est de prendre une carte pour faire l'action se planquer, c'est-à-dire que cette carte là vous la remettez dans votre réserve et vous l'utiliserez plus. Alors c'est une action, c'est un petit peu pour, par exemple si c'est une unité que vous voulez plus utiliser, qui est un petit peu, qui encrasse votre deck, ça peut être une option intéressante. C'est une action qu'on fait très très peu en réalité, j'ai quasiment pas fait dans mes parties, mais en tout cas c'est possible. Si vous voulez plus utiliser une unité, vous pouvez juste la remettre dans la réserve, elle va se planquer. Deuxième option, qui est un petit peu plus intéressante quand même, c'est de faire une des 4 actions qui est indiquée en bas de l'unité. Alors il n'y en a pas toujours 4, hein. Des fois par exemple le fusilier il n'y en a que 3, si vous regardez le guide qui n'est pas dans la partie, lui il en a que 2, ça dépend un petit peu, c'est pas toujours les mêmes actions. Alors on va les regarder un petit peu pour voir ce qu'elles font. L'éclaireur, lui, sa première action, et qui est très importante, c'est l'action explorer. Il a exploré 2. Explorer, ça veut dire que l'éclaireur, alors c'est l'éclaireur A, donc c'est celui-là, il va pouvoir bouger sur une case adjacente pour l'explorer. Donc là, il a exploré 2, ça veut dire qu'il va même pouvoir bouger 2 fois. Par exemple, il peut venir là, puis ici. Et dans chaque case que l'éclaireur va traverser, il va explorer la case, et donc on va mettre un petit marqueur d'exploration avec des jumelles ici. Et le problème, c'est que quand vous explorez, eh bien, vous augmentez le bordel de la bataille, et du coup, pour chaque case que l'éclaireur va explorer de cette manière, vous allez rajouter un brouillard de guerre dans votre défausse. Donc vous n'allez pas tout de suite les avoir en main, mais quand vous aurez remélangé votre paquet, vous allez avoir de plus en plus de brouillards de guerre au fur et à mesure que votre éclaireur explore le terrain. Donc là, j'ai exploré 2 cases, je rajoute 2 brouillards de guerre dans mon paquet. Donc là, j'ai fait par exemple l'action de l'éclaireur A, donc ça je le pose devant moi maintenant, je l'ai utilisé pour une action, je ne peux plus l'utiliser à ce tour-ci. L'éclaireur B, je pourrais faire pareil, je pourrais explorer. Bon là je vais peut-être trouver que j'ai suffisamment de brouillard de guerre, donc je ne vais pas faire l'action explorer. Par contre, je pourrais faire l'action reconnaître ou l'action camoufler. L'action reconnaître, alors ça, si j'avais un brouillard de guerre en main, je pourrais défausser définitivement ce brouillard de guerre pour piocher une carte. Bon là ce sera encore un autre brouillard de guerre, donc c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, l'action reconnaître vous permet de vous défausser des brouillards de guerre que vous avez en main. Enfin, de vous défausser plus que ça, c'est de les remettre dans la réserve. Donc c'est vraiment une manière de vous en débarrasser. Et l'action camoufler, elle vous permet de rajouter un brouillard de guerre dans la défausse de l'ennemi. Donc ça c'est pour pourrir le deck de votre adversaire. Donc globalement c'est à ça que sert l'éclaireur. Je reviendrai sur l'action attaquer après. Le fusilier, lui, il a 2 actions qui sont intéressantes. L'action progresser, qui en fait est juste une action de bouger. Donc là c'est le fusilier qui pourrait bouger. Pourquoi on ne dit pas explorer comme l'éclaireur? C'est parce que le fusilier, lui, il ne peut bouger que dans un espace qui a déjà été exploré par un éclaireur. Donc le fusilier A, ici, il ne pourrait pas aller là, il ne pourrait pas aller là. Par contre, il pourrait venir ici, ou il pourrait venir ici. Bah, typiquement, je vais l'utiliser pour progresser, il va venir là. Et la deuxième action qui est extrêmement importante du fusilier, c'est l'action contrôler, puisque cette action vous permet de retourner sur sa face contrôlée un marqueur d'exploration. Par exemple, je suis venu ici, je vois que là, il y a un point qui me donne un point d'objectif. J'ai déjà exploré le lieu avec un éclaireur, donc je peux venir avec mon fusilier. Si mon fusilier est déjà là et que je fais l'action contrôler, je retourne ce marqueur, et ça veut dire que je contrôle la zone, et donc que ce point est à moi. Vous avez encore certaines actions qui sont assez importantes qu'on va trouver sur le sergent et sur le chef de groupe. C'est d'abord l'action renfort. Alors il y a un chiffre derrière le renfort, qui ici est de 3, et pour le chef de groupe c'est un renfort de 2. Ça va indiquer le nombre de cartes que vous allez pouvoir aller chercher dans votre réserve pour les rajouter dans votre défausse. Et donc c'est comme ça que se fait l'aspect deck building, construction de paquets. C'est grâce au sergent ou grâce au chef de groupe qui vous permettent d'améliorer petit à petit votre paquet avec les unités que vous souhaitez recruter. Donc typiquement là j'ai renfort 3 pour le sergent, hop, du coup je vais regarder ici sur mes
mes cartes qui sont dans ma réserve, et par exemple avec renfort 3, bah, je pourrais décider de prendre 3 mitrailleuses. Voilà, je les mets dans ma défausse et elles reviendront un petit peu plus tard dans la partie. Donc ça, ce serait assez puissant. Je pourrais aussi tout simplement décider de prendre un fusilier, et puis de prendre 2 éclaireurs, ou de prendre ceci, cela, voilà, peu importe. Je choisis ce que je veux utiliser, ce que je veux rajouter dans ma défausse. Donc ça, c'est assez puissant. Les chefs de groupe, c'est la même chose, sauf que les chefs de groupe ne vous permettent de choisir des renforts que du groupe qui leur correspond. Donc le chef de groupe A, je pourrais prendre que des éclairants A, des fusiliers A ou des mitrailleuses A, mais pas des trucs B ou pas autre chose. Le sergent a également une autre action, qui est l'action commandée, qui elle vous permet de piocher des cartes. Par exemple, là je pourrais piocher 2 cartes supplémentaires en jouant le sergent. Et le chef de groupe a une action supplémentaire qui est l'action motivée. Cette action vous permet de rejouer une carte du groupe correspondant au chef de groupe que vous avez déjà joué à ce tour-là. Par exemple, là tout à l'heure quand j'ai joué mon fusilier A, si j'avais eu le chef de groupe A en main, j'aurais pu jouer mon chef de groupe A pour reprendre mon fusilier A en main et le rejouer pour une des 3 actions qui sont disponibles en bas de la carte. Et puis bien sûr enfin, l'action que vous attendez tous, c'est l'action d'attaquer, parce que c'est quand même la guerre, il va falloir taper les autres. Donc l'action d'attaquer, on la trouve sur l'éclaireur, sur le fusilier, on la retrouve aussi sur la mitrailleuse, on la retrouve sur la plupart des unités, et c'est normal, c'est la guerre. Et ici, à côté donc de l'action attaquer, vous avez un chiffre qui vous indique le nombre de dés que vous allez lancer. Donc généralement c'est 1, mais pour la mitrailleuse par exemple c'est 2, pour le terreur d'élite c'est 3. Donc ça va vous donner plus de chances de toucher, plus vous avez de dés. Donc comment ça se passe? Imaginons ici qu'on ait un fusilier A qui veut attaquer. Donc lui il attaque 1, ça veut dire qu'il va lancer un dé. Mon fusilier là, A, est ici. Alors il peut tirer sur ce qu'il veut, hein. Donc là imaginons qu'il essaye de tirer sur le fusilier A qui est là également. Ce fusilier A, pour savoir combien on va lui faire de dégâts, et si on lui fait des dégâts, on va d'abord regarder sa défense, ou sa capacité de discrétion qui est indiquée dessus. Donc là le fusilier A il a 4. Ensuite on va regarder la tuile. Donc là il est dans un champ, donc la tuile elle a 0 en défense. Si le fusilier A était ici dans la forêt, il aurait 3 en plus, donc il serait à 4 plus 3, 7. Bon là on a de la chance, il est à 4 plus 0, donc il reste à 4. Et à la valeur du fusilier et à la valeur de la tuile, on va également ajouter une valeur qui correspond à la distance entre l'attaquant et le défenseur. On va compter le nombre de tuiles. Donc là mon fusilier est ici, ça me fait 2 tuiles, il est à 2 tuiles de distance du fusilier. Donc on compte pas la tuile du défenseur, on compte que la tuile de l'attaquant, ou inversement, en tout cas on compte pas l'un et l'autre, on va compter qu'un des deux. Il n'y a pas 3 tuiles ici, il y a 2 tuiles d'écart. Une fois que c'est fait, on additionne ces valeurs, donc ça veut dire 4 plus 0 plus 2, je dois faire 6 pour toucher le fusilier. Donc je lance le dé, hop, j'ai fait 9, boum, donc j'ai touché le fusilier. Quand ça se passe, mon adversaire va devoir, alors c'est très précis comme procédure, il va d'abord falloir qu'il regarde dans sa main pour voir s'il a des cartes fusilier A. S'il n'a pas de carte fusilier A dans sa main, il va regarder dans sa défausse. S'il n'en a pas dans sa défausse, il va regarder dans sa pioche. Et dès qu'il trouve une carte fusilier A, il va la retirer du jeu. Donc il ne la remet pas dans sa réserve, il ne la défausse pas, elle est retirée du jeu. Ce fusilier A là a été mortellement touché, ou alors il est blessé, il repart à l'arrière, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça lui fait des cartes en moins dans son paquet, il pourra activer moins de fusilier A. Et si jamais le joueur ne trouve pas de fusilier A ni dans sa main, ni dans sa défausse, ni dans sa pioche, eh bien c'est le jeton fusilier A qui est ici, qui est retiré du jeu. Alors éventuellement, si le joueur plus tard va chercher des fusiliers A dans sa réserve, les remet dans sa pioche et les repioche, il pourra faire de nouveau rentrer en jeu le fusilier A et le réutiliser de manière normale. Mais jusqu'à ce que ça arrive, en tout cas, le fusilier A, s'il n'y a pas de carte à retirer, c'est le jeton qui est retiré du jeu. Voilà, donc ça c'est la manière dont on va attaquer, et par exemple c'est pour ça que là on voit qu'une mitrailleuse c'est très intéressant, puisque ça permet de lancer 2 dés. Alors je précise que ce sont des dés 10, et donc on peut tomber sur 10, alors le 10 c'est le 0, et si jamais vous tombez sur 0, c'est une réussite automatique, quelle que soit la valeur que vous deviez atteindre. Par exemple, avec ce fusil là qui est ici, si je tire sur le mec qui est tout en haut et qui est très bien caché dans la forêt, et que normalement je ne pourrais toucher qu'avec une valeur de 12 ou de 13, même si je fais 10, c'est bon, c'est considéré comme une réussite, et je vais le toucher et lui faire des dégâts.
Alors je vais pas aller dans le détail absolu de chacune des actions, de chacune des cartes, puisque de toute façon le jeu est assez bien fait et chaque scénario introduit de nouvelles unités, vous permet de vous familiariser avec leurs spécificités au fur et à mesure, mais juste pour vous donner un petit peu une idée de la manière de ce que vous pouvez trouver dans le jeu, on va en regarder certaines. Donc la mitrailleuse, on a déjà vu qu'elle elle peut avancer, elle peut attaquer, mais elle a une petite particularité, c'est qu'elle peut neutraliser. Quand elle neutralise, la mitrailleuse va choisir un ennemi, et là, on va lancer 4 dés. Et si jamais la mitrailleuse touche avec ses 4 dés, et en général elle touche, quand elle fait l'action neutraliser, l'ennemi n'est pas tué, vous n'allez pas retirer des cartes du paquet adverse, vous allez retourner l'unité sur son autre face, et donc ça veut dire que cette unité en fait ne peut plus bouger jusqu'à ce que l'adversaire utilise une carte qui correspond à cette unité pour la remettre sur sa face normale. Donc ça c'est vraiment pour bloquer des unités dans certains endroits, par exemple pour bloquer un éclaireur pour l'empêcher d'avancer, et si l'éclaireur ne peut pas avancer, ça empêche le fusilier et le mitrailleuse d'avancer, donc ça bloque un petit peu l'ennemi dans un coin, ou alors pour lui neutraliser un fusilier pour empêcher que le fusilier vienne contrôler un point objectif, voilà des petites choses comme ça, donc c'est une action qui est assez intéressante. Ensuite, vous avez les actions du tireur d'élite, qui lui est une action d'infiltré, c'est-à-dire qu'il peut bouger n'importe où, il n'a pas besoin qu'il y ait eu une reconnaissance de l'éclaireur avant, il s'en fiche, lui il va sur toutes les tuiles terrain, il n'a pas de problème. Et le tireur d'élite, il a comme spécificité qu'il peut attaquer avec 3 dés, donc il fait extrêmement mal. Et enfin, vous avez le mortier, sa petite spécificité, je ne rentre pas non plus dans le détail, mais en gros, quand vous jouez le mortier, vous allez, une de ses actions, ça peut être de placer une cible quelque part, hop, et une fois que le mortier a placé une cible quelque part, il peut attaquer toutes les unités qui se trouvent dans cette case en ignorant la distance. Donc il y a quand même la valeur de défense de l'unité et la valeur de défense de la tuile qui vont être considérées, mais le mortier peut tirer extrêmement loin, en tout cas il peut tirer à plus de 3 cases, donc il peut toucher des unités à l'autre bout de la carte, et ça peut être assez pénible pour votre adversaire. Et voilà, c'est tout globalement ce qu'il y a à savoir sur Inflexible. Les joueurs vont enchaîner les tours de cette manière jusqu'à ce que un des camps remplisse ses objectifs de fin de partie. Généralement, donc, ça va être soit de gagner des points, soit de bloquer l'autre de façon à ce qu'il ne puisse plus gagner de points. Comment on peut faire ça? Généralement, c'est souvent les Allemands qui ont cet objectif-là, ça va être d'éliminer tous les fusiliers américains, puisque si un camp n'a plus aucun fusilier, le camp concerné ne pourra plus prendre aucun point d'objectif, puisqu'il n'y a que les fusiliers qui permettent de retourner les petits jetons d'observation sur leur phase de contrôle. Donc si vous n'avez plus de fusilier, vous ne pouvez plus rien contrôler, donc vous ne pouvez plus gagner de points. Donc ça peut être ça comme objectif. Souvent c'est les Américains doivent gagner des points et les Allemands doivent bloquer les Américains en tuant tous leurs fusiliers. Il y a d'autres scénarios qui sont un petit peu plus complexes que ça, qui introduisent une tuile radio, voilà, des petites choses un petit peu plus variées que ça, bien sûr, mais globalement, c'est l'idée générale de Inflexible Normandie. Boum, et c'est tout pour Inflexible Normandie. Alors volontairement, j'en dis pas trop non plus, je rentre pas trop dans le détail du jeu, c'est plus sympa, je pense, de le découvrir soi-même sur ce jeu-là. Surtout que vraiment, avec le livret de scénario qui est proposé, on peut vraiment appréhender toutes les petites spécificités du jeu au fur et à mesure, et c'est vraiment plutôt bien fait, plutôt sympa. Donc je détaille pas non plus certaines règles des collines qui sont sur le plateau, des petites choses comme ça, où j'ai pas vu toutes les unités, pour vous laisser un petit peu le plaisir de la découverte. Donc d'abord, avant toute chose, en ce qui concerne les règles et le matériel, j'ai pas grand chose à dire. Alors les règles sont pas très bien fichues, mais globalement elles font le travail, il n'y a pas trop de questions qui se posent une fois qu'on les a lues, il y a des exemples de tours de jeu. Ce qui peut prêter un peu à confusion dans ce jeu, c'est la formulation des actions. Typiquement, explorer, reconnaître, camoufler. Ici, vous avez progressé, neutralisé. Après, vous avez commandé, renforcé. Enfin, c'est pas clair. En tout cas, ça devient très vite clair au bout d'une ou deux parties. Mais sur le tout début du jeu, c'est quand même un blocage pour rentrer dans le jeu pour les nouveaux joueurs. On est tout le temps en train de regarder, attends, c'est quoi progresser, guider, explorer, infiltrer, commander? Alors que finalement c'est très simple, c'est juste vous bougez des unités, hein. La plupart du temps c'est bouger ou attaquer, mais avec des formulations différentes et avec des petites variantes très subtiles entre chaque action qui sont importantes pour le jeu, mais du coup c'est une petite barrière d'entrée, il aurait peut-être fallu une petite tête de jeu pour ça aurait été plutôt bienvenu. Bref, que dire à part ça? Alors c'est un peu compliqué pour moi parce que
n'arrive pas à parler de ce jeu sans le comparer, et comme tout le monde le fait d'ailleurs, à Chant d'honneur, puisque ce sont les mêmes auteurs, hein, c'est David Thompson et Trevor Benjamin qui ont fait, alors je suis pas sûr pour Benjamin, Thompson en tout cas il était dans Chant d'honneur, donc, et en plus il y a des mécaniques et il y a une patte qui est assez proche, c'est vrai. Là on est sur un jeu de deck building, dans Chant d'honneur on était plutôt sur du back building, mais globalement on est quand même un petit peu dans l'idée d'un jeu avec un certain contrôle de zone et d'un jeu dans lequel on se construit son paquet au fur et à mesure, avec un petit peu cette mécanique de si vous avez beaucoup de fusillés dans votre paquet, bah vous allez pouvoir avoir une mobilité très forte avec les fusillés parce que vous allez pouvoir les activer plein de fois d'affilée. Et si jamais vous les tuez, bah vous pourrez les activer de moins en moins jusqu'à ne plus du tout pouvoir les activer. Donc ça c'est une manière de gérer les pertes et de gérer les renforts que vous envoyez sur le terrain qui est plutôt assez intéressante. Et puis surtout, plus vous avez d'unités, donc si vous prenez toutes vos unités comme renfort, bah c'est bien, vous allez avoir plein d'activations à chaque tour, mais vous aurez pas, ce sera un petit peu plus le chaos dans les unités que vous pourrez choisir, puisque vos 4 unités de fusiliers seront peut-être mélangées parmi toutes les autres unités que vous aurez recrutées, donc vous ne serez pas sûr de les avoir aussi fréquemment que vous le souhaitez. Donc ça retranscrit pas mal l'idée d'un fourmillement de troupes très nombreuses et donc qui sont plus compliquées à gérer que si vous avez juste quelques petites troupes bien concentrées que vous pouvez coordonner plus facilement. Donc ça c'est une mécanique qui est vraiment bien faite et qui est intéressante et qu'on trouvait déjà de manière un petit peu plus adoucie mais qui était déjà là dans Chant d'honneur. Les avantages quand même que je vois à Inflexible Normandie par rapport à Chant d'honneur, déjà c'est le thème, c'est les illustrations, c'est cet aspect voilà Deuxième Guerre mondiale qui plaira à pas mal de gens. Les terrains aussi qui sont très variés avec ces tuiles qui offrent des défenses différentes, qui participent aussi à l'ambiance du jeu qui est plutôt sympa. Les missions qui sont différentes, les objectifs qui sont différents entre les Allemands et les Américains, ce qui fait qu'on peut faire une même mission en échangeant, ou qu'on peut faire même la même mission plusieurs fois d'affilée mais en essayant différentes variantes pour arriver à ses fins et à gagner ses objectifs. Les autres avantages aussi, c'est que ce contrôle de zone du coup du fait des objectifs un petit peu varié et plus développé que dans Chant d'honneur. Alors évidemment, il y a du hasard, hein, ça c'est le petit point un petit peu négatif avec les dés. Je développe pas trop cette histoire de dés, hein, je pourrais en parler longtemps parce qu'il y a des gens qui seraient vraiment allergiques à cet aspect du jeu où on a l'impression qu'en fait on choisit ses cartes avec beaucoup de minutie et puis qu'au final, juste sur un lancer de dés, on perd la partie. J'ai pas eu cette impression-là, donc je pense que moi c'est plutôt un point positif, c'est ces dés qui font que le système de combat est très simple à gérer, très rapide, et avec un petit peu de hasard, un petit peu de chaos, mais finalement c'est aussi ce qu'on va trouver à la guerre, donc c'est plutôt bien fait je trouve, moi ça m'a pas du tout dérangé, je trouve ça c'est plutôt un avantage. Et comme je le disais, il y a beaucoup de scénarios, donc il y a aussi une très bonne rejouabilité, mais qu'on trouvait aussi déjà dans Chant d'honneur. Peut-être que ce que je regrette dans ce jeu par rapport à ce qu'il y avait dans Chant d'honneur, alors c'est un peu bizarre parce que les deux jeux sont presque à front renversé, c'est-à-dire qu'ici vous avez des unités qui finalement entre les deux joueurs sont identiques, c'est totalement asymétrique comme jeu, hein, c'est juste les unités que vous allez faire rentrer, des fois tel joueur aura tel type d'unité en plus et des fois c'est l'autre joueur qui l'aura, mais c'est des unités que vous pouvez très souvent trouver dans les deux camps, et puis généralement vous allez avoir vos éclaireurs et vos fusillés. Et donc ce qui va changer, ce qui va participer à la rejouabilité dans Inflexible, c'est le terrain et la manière dont le terrain est organisé. Alors que dans Chant d'honneur, le terrain est toujours le même, et ce qui fait la rejouabilité, c'est les combinaisons de troupes qui sont totalement asymétriques et qui sont totalement différentes d'une partie à l'autre. Donc c'est ces deux visions, en fait, de deux faces d'une même médaille qui finalement donnent deux jeux qui sont assez différents malgré tout. On a l'impression qu'ils vont être identiques, mais moi je possède les deux et c'est pas la même chose du tout. J'ai pas, si j'ai envie de faire un Chant d'honneur, j'ai pas envie de faire forcément un Inflexible à la place et vice versa. Voilà. Donc au final, les parties sont très rapides, il y a une bonne tension, mais je pense que je continue à préférer Chant d'honneur à Inflexible, même si je crois que c'est dû au fait que Inflexible est un jeu qui, au premier abord, est beaucoup moins accessible que Chant d'honneur. Chant d'honneur, il y a vraiment des règles très très simples,
Et la seule difficulté, c'est de bien appréhender les unités qu'on a à une partie. Dans Inflexible, ici, on a toujours les mêmes unités, mais sur chaque unité, il y a plusieurs actions possibles. Et peut-être ce qui rend le jeu assez difficile, c'est que finalement, on a presque une trop grande liberté dans Inflexible. Dans Champ d'honneur, on est un peu bloqué, on tire nos 3 jetons, bon, bah, on peut faire 1 ou 2 actions avec eux, mais globalement, c'est assez évident ce qu'on doit faire. Il n'y a pas... à chaque tour de jeu, on a une dynamique un peu générale, mais à chaque tour de jeu, ça va assez vite, c'est assez... Il y a quelques options, mais pas tant que ça. Ici, quand vous faites l'action de renfort, par exemple, si vous êtes sur un scénario qui vous propose quasiment toutes les unités du jeu, bah, ça donne une sensation presque de vertige, ou de trop grande liberté, et du coup, vous savez plus quoi faire. Vous savez pas si vous devez piocher des cartes, si vous devez recruter des unités, et si vous les recrutez, qu'est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous recrutez des mitrailleuses, des tireurs d'élite, des mortiers, des fusiliers, des éclaireurs, un petit peu de chaque? C'est pas des décisions qui sont faciles du tout à appréhender, en tout cas pour les premières parties. Et ce qui fait qu'Inflexible Normandie, sur les premières parties, j'étais un petit peu déçu. Et puis au fur et à mesure du jeu, on s'habitue et on commence à prendre ses marques, et ça devient de plus en plus agréable de jouer. Surtout si vous jouez contre quelqu'un qui connaît aussi bien le jeu que vous, donc il ne va pas forcément vous écraser, ou que vous n'allez pas vous écraser directement. Donc c'est... Dans cette optique, je pense que le jeu finalement demande davantage de parties pour vraiment être apprécié. C'est vraiment après avoir fait 10, 12 parties que j'ai commencé à me dire oui, là le jeu est vraiment sympa, et à vraiment commencer à me dire ok, je vois l'intérêt des scénarios, je vois l'intérêt de ça, etc. Et que tout commence à se mettre un petit peu mieux en place, alors que finalement dans Champ d'honneur, le jeu est beaucoup plus accessible, beaucoup plus immédiatement. Voilà, donc je vous laisse toutes ces réflexions, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, c'était tout ce que j'avais à dire sur Inflexible Normandie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, vous abonner. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!